Quand un enfant a du mal à lire, à écrire, quand il a des difficultés à l'école, c'est très, très angoissant pour les parents, bon, évidemment pour l'enfant aussi, mais très rapidement, ça se transforme en une situation d'angoisse, ça se cristallise et les parents ne savent plus quoi faire, comment faire pour aider leur enfant à se débarrasser de ce problème. C'est pour parler de ce sujet que j'ai invité une spécialiste que j'admire énormément. Bonjour Danielle. Bonjour Nadège et merci beaucoup de ton invitation. Avec, Merci. avec joie. Moi, j'admire ton travail depuis plusieurs mois et je trouve extraordinaire ce que tu proposes. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les parents qui regardent cette émission? Oui, avec joie. Donc, je suis Danielle Segas. J'ai été orthophoniste pendant 45 années et consultante en audio-psychophonologie. C'est un mot bizarre, mais, mais c'est une discipline qui a été créée par un médecin ORL français et qui travaillait sur le lien entre l'oreille et le langage, l'oreille et la voix, l'oreille et le cerveau. Et en associant ces deux disciplines, l'orthophonie et l'audiopsychophonologie, j'ai pu obtenir des résultats extraordinaires. Et aujourd'hui, je suis orthophoniste à la retraite, on va dire, mais je continue mon activité pour transmettre mon expertise et mon expérience à des parents, des enseignants, des professionnels de l'enfance. Et plus particulièrement depuis le confinement de 2020, j'accompagne des mamans qui sont perdues, désespérées, justement, comme tu le disais, face aux difficultés de lecture, en lecture et orthographe de leur enfant. Et donc, j'ai créé pour elles un programme d'accompagnement où je les accompagne individuellement à libérer leur enfant de la dyslexie, dysorthographie en moins de 6 mois, alors qu'elles croient que c'est impossible. C'est ce qui, moi, m'a vraiment touchée. C'est pour ça que je t'ai invitée ici. Donc, je t'invite ici à nous déposer un peu en quelques mots, malheureusement, un condensé de ton expérience qui forcément va contenir tes valeurs, qui va contenir ce qui te tient à cœur. Pour moi, ma valeur principale, c'est la liberté. Et savoir lire, en particulier, écrire peut aussi, mais savoir lire, c'est être libre. Parce que dans les livres, je peux trouver des réponses à mes questions existentielles. Et ensuite, les enfants, ça me tient vraiment à cœur. Comment faire pour que apprendre soit un plaisir et permettre à l'enfant de révéler son potentiel en même temps. Et justement, je trouve que la première chose que l'enfant apprend pour se rapprocher du monde de l'adulte, c'est justement la lecture. Et pour moi, c'est une immense joie quand je vois un enfant, un tout petit, quand il découvre la lecture, mais il est heureux de savoir lire. Et moi, je suis heureuse aussi de voir cette éclosion en sorte. Et en tant que thérapeute, j'ai pu, par exemple, l'an dernier, un enfant de 13 ans qui ne savait ni lire ni écrire, qui était en 5e SECPA, eh bien, en un mois, même pas un mois, Nadège, il a pu se mettre à lire. Sa maman était en pleurs, si bien qu'à 10h30 le soir, elle m'appelle pour me dire qu'il était en train, il venait de lire une annonce sur Le Bon Coin, un journal de petites annonces. C'est trop magnifique, ça, trop beau. Un mois et demi plus tard, il lisait un livre que le collège lui avait donné à lire. Et je vais te révéler mon projet, mon rêve, en fait. C'est ce programme que que j'ai mis au point pour aider des mamans à libérer leur enfant de la dyslexie, dysorthographie. J'ai le désir et le projet de former d'autres personnes à pouvoir appliquer ce programme et que lorsque je vais quitter ce monde, je laisserai derrière moi un héritage qui continuera après moi. Merci beaucoup pour ce projet de cœur. C'est vraiment beau. Ça me touche particulièrement, moi, en tant que maman. C'est vrai que je me souviens quand ma fille, il y a quelques années, il y a 3 ans à peine, quand elle a lu son premier livre. Et là, maintenant, je lui achète, elle lit. En ce moment, elle est en train de lire toute la bibliothèque de la Comtesse de Ségur que mon oncle m'avait acheté, moi, quand j'avais 8 ans. Et voilà, il y a quelques jours, pendant que c'était les vacances de Toussaint, elle a lu Jean qui rit, Jean qui pleure. Et elle a lu en 3 heures. Elle s'est installée là sur le canapé et puis elle est plongée dedans. C'est vraiment celui que moi j'ai lu, donc qui n'est plus de la première fraîcheur. Et
Je la regardais lire ça et j'avais les larmes aux yeux. Ça me fait la même émotion. Comment se débarrasser des troubles de lecture, d'écriture d'un enfant? Déjà, tu peux nous définir un peu les troubles 10 en général, donc ta vision à toi, nous définir ça et puis nous dire, ben, est-ce qu'on peut s'en débarrasser vraiment? Parce qu'il y a plein de professionnels qui disent qu'on vit avec. J'ai été orthophoniste en 1972, donc comme je disais, ça va faire 50 ans. Donc, le concept de dyslexie a évolué dans l'histoire et on a toujours cherché la cause de la dyslexie. Et depuis 2013, alors il faut savoir en fait qu'il existe un manuel qui s'appelle le Manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, le DSM-5 maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un manuel qui est mis au point, qui est conçu par une poignée de psychiatres américains, 36. Dans le précédent DSM-4, on ne parlait plus de dyslexie, dysorthographie. Ces mots n'y sont pas écrits. On parle de troubles spécifiques d'apprentissage. Ces termes-là existent toujours dans le DSM-5, mais répertoriés sous l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux. Le trouble neurodéveloppemental, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a été créé et inscrit dans le DSM-5. Mais qu'est-ce que c'est qu'un trouble neurodéveloppemental? C'est un trouble qui se développe soit pendant la période prénatale, soit postnatale, et en tout cas pendant la petite enfance et avant l'entrée à l'école. Et trouble spécifique, ça veut dire que c'est un trouble primaire qui n'est donc pas secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas la conséquence d'un déficit visuel, ni d'un déficit auditif, ni de problèmes émotionnels, ni de problèmes psychiatriques, ni de problèmes environnementaux, ni de déficit éducatif, ni. Donc, ça veut dire qu'il existe, boum, sans aucune cause, quelque part. Donc, la cause est biologique. Conclusion. Donc, alors que avant ça... C'est ce qui explique en fait le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de guérison, qu'on vit avec. Voilà. Et ils ont même ajouté dans le DSM-5 que ces troubles-là perdurent tout au long de la vie. Mais, donc, on suppose, ils font une hypothèse qu'il existerait un trouble primaire. C'est une hypothèse. Comment on peut aller le vérifier alors que nous sommes un être social? Déjà dans le ventre de sa mère, l'enfant est soumis aux émotions que sa mère vit. Bien sûr, et il essaie de communiquer. Moi, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je peux raconter comment j'allais dire le cas, mais ce n'est pas le cas. Si, c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai pu vivre dans ma vie professionnelle. Les gens aiment bien les histoires et ça parle tout seul, on va dire tout ça, tu vas voir. C'est l'histoire d'une petite fille qui avait 2 ans, que sa maman m'a amenée dans les bras parce qu'elle ne bougeait pas. Elle était inerte, elle ne tenait pas sa tête, elle n'avait pas de dents. Wow. Elle ne bougeait pas, ne marchait pas, rien, elle était inerte. Et quand ils me l'ont amenée, donc, elle avait, parce qu'ils me l'ont conduite, parce que je travaillais donc avec l'audiopsychophonologie, qui est cette méthode de stimulation neurosensorielle auditive, et qui peut donc avoir des répercussions sur le corps tout entier et sur le cerveau, bien sûr, en particulier. Et également, donc, en améliorant les capacités d'écoute, on va pouvoir favoriser le langage. Donc, je ne rentre pas dans les détails, sinon je parle de ça pendant des semaines. Et donc, cette petite fille, elle avait tout son côté gauche, son œil était fermé, son poing était serré. Quand je vois ça, moi, je lui dis, pourquoi tu as ton petit poing fermé comme ça, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu as peur?
Elle a fait ça. Elle a ouvert son petit poing. Et donc, tout le monde était étonné, moi la première, bien sûr. Et donc, on a décidé de faire 15 jours de stimulation neurosensorielle en revenant à l'écoute intra-utérine avec la voix de la maman. Et donc, pendant que la maman était enceinte, elle a perdu son frère dans un accident de moto. Elle a été énormément choquée, ça a été un gros traumatisme émotionnel. Et lors d'une échographie, on s'est aperçu que le fœtus ne se développait pas. Du coup, les médecins ont proposé un avortement thérapeutique. Et le papa, dont c'était à l'île de la Réunion, à l'époque je travaillais à l'île de la Réunion, et le papa était indien d'origine tamoule, et donc par rapport à sa foi, il avait dit non, et il avait dit je garde mon légume. Parce que les médecins avaient dit si le bébé vit, ce sera un légume. Et le papa a dit non, je garde mon légume. Et effectivement, l'enfant était un légume. D'où l'importance des mots et de ce que l'on sème comme croyance dans l'esprit des gens. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec la dyslexie, dysorthographie, etc. On va en reparler, je termine l'histoire de cette petite fille. Mais au bout de 15 jours de stimulation auditive, quand on arrête 3 semaines, on a refait une deuxième session de 8 jours. Mais pendant la période d'arrêt, quand ils sont revenus pour la deuxième session, elle était en train de mettre toutes ses dents. Toutes les dents sortaient après 15 jours de stimulation, t'imagines. Et petit à petit, elle a commencé à tenir sa tête pendant la deuxième session et tout. Et après, ils l'ont amenée chez un kiné pour travailler sur la marche, etc. Parce qu'elle commençait, quand on la tenait sous les bras, à avoir ses jambes qui se raidissaient. Et puis, elle avait envie de commencer à faire des pas. Elle s'est mise à vivre, en fait. Moi, ça me redonne des frissons encore. Donc, tout est possible. On peut pas affirmer comme cela, ça va perdurer tout au long de la vie. Comment c'est possible de faire des affirmations pareilles alors qu'on ne sait pas? C'est hypothétique. Tout à fait. En plus, les causes ne sont pas les mêmes. Il y a tellement. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, là, et même si un trouble primaire existait, admettons, c'est difficile de l'isoler, mais même si ça existait, tous les autres enfants là qui ont des difficultés d'apprentissage et qui sont pas liés à un trouble primaire, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On leur met quand même un diagnostic de dyslexie parce qu'on ne sait pas où les mettre pour qu'ils puissent bénéficier d'aménagements scolaires. Donc, c'est tout un système qui s'est mis en place, qui dédouane tout le monde, qui dédouane l'éducation nationale de former suffisamment les enseignants, etc., d'avoir de bonnes pratiques d'apprentissage, comme tu me parlais tout à l'heure là, de ton garçon et de son institutrice. Eh bien, qu'est-ce que lire? Qu'est-ce qu'écrire pour un cerveau? Si on réfléchit, si on sait ça, si on forme les gens à ça, alors on peut apprendre à lire et à écrire à un enfant de manière tout à fait naturelle et simple, et il peut réussir en très peu de temps. Et au lieu de rester, je vois dans les groupes de parents, je vois des mamans qui disent que ça fait 10 ans chez une orthophoniste, mais bon sang de bon sang, je ne les ai jamais gardés 10 ans les enfants, une année, et encore, quelquefois 2 ans, mais jamais plus quand c'était des situations difficiles. Oui, je pouvais garder 2 ans, mais c'est très, très rare. Donc, 10 ans en orthophonie, pourquoi? Mais pour la même raison, c'est que je viens de découvrir en lisant un article il y a 2 jours, justement, qu'en fait, les orthophonistes sont maintenant formés en fonction de cette définition du trouble. Pour moi, un trouble neurodéveloppemental, déjà, ça m'a toujours questionné parce que je me suis dit, mais étant donné que nous sommes des êtres en développement, c'est normal d'avoir un trouble du développement quelque part. Qu'est-ce qui va troubler ce développement? Qu'est-ce qui va le troubler? Et il y a plein de circonstances qui peuvent troubler l'apprentissage chez les enfants. Déjà, aller à l'école, ça peut être vécu comme un traumatisme par un enfant. La séparation d'avec la maman. Donc, il y a plein de raisons pour qu'un enfant ait une difficulté momentanée à apprendre à lire. Mais comme il y a un programme scolaire
et qu'il faut que tout le monde apprenne en même temps, Au de même la même rythme, manière, pour ne pas prendre du retard sur la sur un programme, programme. c'est pas pour mettre en retard d'autres enfants, hein, c'est pour faire le programme. Voilà. Et avec des méthodes qui sont adéquates ou pas. Et la plupart du temps, elles ne le sont pas. Je suis d'accord. Voilà. Donc, et après, ben, si l'enfant n'a pas réussi à apprendre à lire à la fin de son CP, on va commencer par dire il va falloir que vous le montriez à un orthophoniste parce qu'il a sans doute une dyslexie. Mais on ne se pose pas la question de savoir si on a bien utilisé de bonnes méthodes pour lui apprendre. Donc, le problème, c'est l'enfant. C'est pas l'école. C'est pas les parents. C'est pas les parents. Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents, hein, ni même la maîtresse. Parce que moi, c'est le système scolaire lui-même que je remets en question. Et les parents, ils n'ont pas à se culpabiliser parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des décès, il y a des traumatismes comme cette maman qui perd son frère et que ça l'émeut tellement que du coup, ça touche même le fœtus. Mais elle ne peut pas être coupable de ça. Seulement, et ce n'est pas de la psychanalyse que de dire ça, c'est du bon sens. Et maintenant en fait, dès qu'on parle d'influence émotionnelle, on dit « Oh, vous faites de la psychanalyse ». Mais ce n'est pas de la psychanalyse, c'est la vie. Merci pour cette phrase. Cette phrase, elle me touche particulièrement parce que récemment, il y a vendredi, non, il y a quelques jours, dans un de mes groupes, j'ai parlé de ça à une maman, hein, qui a un enfant qui a des troubles de comportement. Et donc, pour elle, c'est des problèmes d'opposition. Donc, l'enfant est en opposition, point. C'est un enfant de 7 ans et elle est incapable de remettre en cause sa propre capacité à être à l'écoute des besoins de l'autre. Et donc, justement, je lui parlais du fait que quand on a un souci avec une autre personne, que ce soit notre enfant ou autre, c'est intéressant de voir mais de quoi il pourrait avoir besoin, qu'est-ce qui se passe à son niveau. Pourquoi est-ce que quand je lui dis va prendre ta douche, il se met en colère? Une fois, deux fois, ça va, mais ça vaut la peine quand c'est systématique de se dire qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le fait dans la douche? Ah mais non, en faisant ça, on fait de la psychanalyse, on perd du temps, ce n'est pas le propos, un enfant prend sa douche les soirs, c'est tout, point. Mais voilà, excuse-moi, mais ça m'a Mais fait oui, c'est ça. Et du coup, on met des mots qui n'ont pas de sens sur des problèmes qui n'en sont pas. Et quand tu parles de psychanalyse, là, ça fait référence à une petite fille et je lui dis, Lily, ça veut dire quoi pour toi être dyslexique? Elle me dit, ça veut dire être différente. Et ça veut dire quoi, être différente? Ça veut dire être anormal. Et ça veut dire quoi, être normal, alors? Qu'est-ce que c'est être normal? Ah, c'est savoir plus de choses. Oh là là. Et donc, je lui dis, mais et toi, Lily, il n'y a pas des choses que tu sais que les autres ne savent pas? Et elle me dit, mais si, moi, je suis une cascadeuse. Et donc, elle se met à me raconter. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi être cascadeuse et tout? Donc, je parle avec elle. Et puis, elle est dans la cour de récréation, c'est moi qui gagne à tous les jeux, etc., etc. Et voilà. Et on a coutume de dire que les enfants 10 sont différents. Mais bon sang, on est tous différents. Tous différents, je suis d'accord. On est tous différents, et on leur fait croire qu'ils ont un cerveau qui fonctionne différemment. Et que, alors écoutez ça, mais c'est quelque chose, ça encore, il n'y a pas longtemps, une maman me dit, je ne sais pas si c'est la maîtresse ou si c'est l'orthophoniste, qui a dit à ma fille, pour lui faire comprendre que c'est quelque chose qu'elle allait garder toute sa vie, elle lui a dit, c'est comme quelqu'un à qui on a coupé un bras. Il va falloir qu'il se débrouille avec son moignon. Waouh! Excuse-moi, ça me choque vraiment. C'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. Et ça, Nadège, c'est tous les jours. Tout à l'heure, c'était un garçon de 15 ans. À partir de la 4e, 3e, il a commencé à perdre la foi et il me dit, et cette année, il est en seconde, je l'ai complètement perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 4e, il a été diagnostiqué avec une dyspraxie visuospatiale et une dysorthographie sévère. Et la semaine dernière, quand j'ai fait un bilan pour lui, que je lui ai demandé, j'ai fait son test de lecture, il est nickel, il est au-dessus de la moyenne de son âge. Il y avait des fautes d'orthographe, mais pas des tonnes non plus. Et le test d'orthographe n'a pas du tout montré de dysorthographie massive.
Eh bien, ça veut dire qu'on a injecté dans cet enfant une graine qui germe, puisqu'aujourd'hui, eh ben, il a complètement perdu confiance en lui parce que il a un ordinateur à l'école, une reconnaissance MDPH, donc il est reconnu comme handicapé. Et aujourd'hui, il va falloir le réhabiliter. Et le fait de dire mon enfant est dyslexique, ça le définit. Absolument. Alors, à la limite, on dirait il a une dyslexie. Ça, c'est OK parce que je l'ai maintenant, mais je peux très bien ne plus l'avoir demain. Mais je suis dyslexique. Si je m'identifie à ça, il y a même des personnes qui passent leur vie à se revendiquer dyslexiques. Je m'inscris vraiment contre ça. Et quand j'ai sorti j'ai une première masterclass qui s'appelait 3 clés pour libérer son enfant de sa dyslexie dysorthographie, c'est clair que j'ai eu des personnes qui ont réagi très fortement. Et paradoxalement, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des mamans. Oui, parce qu'elles se sont attaquées, puisqu'elles étaient en fait arrivées à l'état où elles se sont dit, mon enfant est dyslexique, je n'y peux rien, on n'y peut rien, et tu viens… Je viens bousculer tout ça. Tout ça. Donc, ça va peut-être bousculer effectivement des mamans qui vont entendre ça, mais ce que je veux, c'est pas les bousculer, c'est leur redonner de l'espoir, justement. Tu travailles avec des enfants jusqu'à quel âge? Normalement, je peux travailler, moi personnellement, je peux travailler avec des enfants de n'importe quel âge. Mais là, j'ai décidé d'accompagner les mamans. Normalement, donc quand j'accompagne une maman, c'est une maman qui a un enfant, on va dire, de 6 à 13 ans. D'accord. Et même à 13 ans, je commence à les voir aussi, eux. Je vois la maman toutes les semaines. Donc, j'ai un programme en ligne qui sert de ressources pour les mamans. Et je fais le bilan de l'enfant. Ce n'est pas un bilan orthophonique, hein, c'est un bilan pédagogique. Je regarde où est-ce qu'il en est dans le processus d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. Et ensuite, je fais une feuille de route. Et après, je donne la maman à la feuille de route. Et chaque semaine, on fait le point de voir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a compris, pas compris, comment ça se passe, etc. Mais voilà, Daniel, on arrive à la fin de cette émission et on arrive au dernier moment qui est le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour ces mamans, ces parents qui ont des enfants qui ont des difficultés? Comment se débarrasser des troubles 10 en fait? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment est-ce qu'on travaille avec toi aussi? Et par quoi on commence? La première chose, c'est ça, c'est d'arrêter d'identifier l'enfant à son trouble et de croire qu'il va le garder toute la vie parce que ça n'est qu'une croyance, il n'y a aucune certitude là-dessus. Et pour moi, c'est même pas vrai. Donc, c'est pas une histoire de certitude. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Pour moi, c'est faux. Et redonner à l'enfant l'estime de lui, restaurer l'estime de soi de son enfant. Et pour cela, justement, on a la possibilité le cerveau, avec la neuroplasticité cérébrale, le cerveau se développe tout au long de la vie, chaque fois que l'on apprend de nouvelles choses. Donc, il y a l'histoire dans un livre qui s'appelle Les pouvoirs extraordinaires de notre cerveau, Norman Dodge, je dois l'avoir par là, je ne sais pas où il est, l'histoire d'une jeune fille qui était née avec juste qu'un hémisphère droit. Elle n'avait pratiquement pas d'hémisphère gauche. Et c'est l'hémisphère droit qui a pris en charge les fonctions de l'hémisphère gauche et elle n'a eu aucun problème. Elle a fait des études, etc. Elle n'a eu aucun problème avec un seul hémisphère. Le droit, même pas le gauche, quoi. Alors que justement, chez un enfant qui a un problème d'apprentissage de lecture, si on fait un IRM, on va voir que c'est surtout le cerveau droit qui va fonctionner et que le cerveau gauche va très peu s'éclairer parce qu'on n'a pas créé les neurones de la lecture. Il suffit de créer les neurones de la lecture avec une pédagogie adaptée et ça se fait. Donc, le mot de la fin, c'est que tout est possible. Tout est possible. Et ouvrons le champ des possibles en se disant que voilà, la dyslexie, c'est pas un poison que l'on a, un handicap que l'on a à vie, c'est un poison que l'on injecte dans l'être de l'enfant, alors que son être est pur, il va pouvoir devenir qui il est et se débarrasser de cette étiquette de je suis dyslexique. Voilà, c'est ça. Je veux vraiment que ça rentre. Merci beaucoup, Daniel.
Au-dessus de cette vidéo, je vais mettre les liens pour te contacter si on a des problèmes, donc justement par rapport à… Ah oui, tous les vendredis après-midi, je réserve plusieurs heures à m'entretenir avec des mamans qui souhaitent m'exposer les difficultés de leur enfant et voir si je peux les aider ou pas. Et parce qu'effectivement, quelquefois, c'est pas le moment, ou quelquefois ça relève pas forcément du programme en question, mais je peux peut-être accompagner d'une autre façon. Donc, il faut faire le point et voir ça ensemble. Merci beaucoup, Nadège. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger ma façon de voir les choses.